X. À Québec, c'est Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Radio X Files avec Christian Page et Camille. Oh my gosh, dude. Radio X. Votre Majesté, il y a des émeutes dans Paris. Des émeutes. Mais Paris est la plus belle ville du monde. Pourquoi mon peuple ressent-il autre chose que fierté et contentement? Oui, sire, je suis sûr qu'il est content et fier. Mais hélas, il meurt aussi de faim. Dans ces époques troublées, Quand vous voyez des émeutiers, tirez. le pouvoir était absolu. Je suis un jeune roi, mais je suis le roi. Alors soyez un bon roi. L'injustice régnait. Tu iras en prison et tu porteras ce masque. Mets-le et tu mourras avec. Et seul comptait le bon plaisir du roi. Qui est-ce? Raoul, le fils d'Athos. François, vous prisez peut-être les jeunes soldats, mais je parlais de la jeune beauté qui l'accompagne. Il pensait être irremplaçable. Nous savons que tous les problèmes ne peuvent pas se régler par l'épée. Oui, mais dans certains cas, on ne peut se passer d'elle. Mais il se trompait. Remplaçons le roi. C'est ce chemin qui mène à l'enfer. C'est peut-être là que nous finirons. Qu'est-ce que vous faites? Je te conduis vers la liberté. C'est une prison, rien n'est plus facile que d'y entrer. Le problème, c'est de pouvoir en sortir. Ah, j'adore la vie. C'est mon jumeau. C'est ce qui lui a sauvé la vie jusqu'à aujourd'hui. Chargez! Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, John Malkovich, Gérard Depardieu, Gabriel Byrne. Vous êtes entouré des plus belles femmes du royaume. Vous arrive-t-il d'être amoureux? Ça m'arrive souvent, à vrai dire. Tu es entouré par l'intrigue, par le danger. Relève la tête. Quel magnifique guerrier. Arrêtez-le! Voilà de quoi me faire une salade. Par le scénariste nommé aux Oscars pour Braveheart, un grand film d'aventure. Un pour tous, tous pour un. Chargez! C'est le jour du jugement. L'homme au masque de fer. Vous aurez deviné ce soir que la thématique sera l'homme au masque de fer, Christian. Même dans cette traduction de bande-annonce avec un doublage en français qui me donne envie de m'arracher les ongles, j'ai l'impression d'avoir reconnu un jeune Leonardo DiCaprio là, qui commençait probablement sa carrière à l'époque. Là. Ben, il n'en était pas au début de sa carrière, mais effectivement, c'est parmi les premiers films là, qui vont marquer sa carrière, effectivement, l'homme au masque de fer. Et marqué, je me bémol là-dessus, Christian. Oui, j'allais dire, comment tu fais pour deviner qu'on parlerait de l'homme au masque de fer? Oui. Écoute, oui, c'est un film de 1998, hein, c'est donc quand même un film qui a plus de 25 ans, là. Oui. Et en fait, il va avoir 25 ans cette année. Et si on demandait aux Français quelle est la plus grande énigme de l'histoire de France, ben je te dirais que de manière partagée, on aurait ou bien la bête du Gévaudan, dont on a déjà parlé à l'émission, oui, ou bien l'homme au masque de fer. Okay. Ce sont les deux plus grandes énigmes qui ont marqué l'histoire de France. Bien sûr, il y en a d'autres. Est-ce que le dauphin a survécu à la Révolution? Qui a assassiné Napoléon, si Napoléon a été assassiné? Donc, on a plein d'énigmes de l'histoire de France, mais aucune ne trône à la place de l'homme au masque de fer et de la bête du Gévaudan. C'est pas la première fois que l'histoire était adaptée au cinéma, mais c'est probablement pour le public québécois, c'est probablement et sûrement à cause de la brochette d'acteurs. Hein, Jeremy Irons, il y avait Gérard Depardieu, oui, il y avait bien sûr Leonardo DiCaprio, John Malkovich qui était là. Donc on avait vraiment une grosse brochette d'acteurs qui ont incarné dans un premier temps les Trois Mousquetaires, parce que l'histoire nous mélange les Trois Mousquetaires et l'homme au masque de fer, et avec raison. Hein, il faut savoir que cette histoire-là de l'homme au masque de fer, elle a été principalement véhiculée à travers la littérature, et pour les gens qui
connaissent l'histoire de l'homme au masque de fer, on la connaît principalement par le roman d'Alexandre Dumas. Il a écrit une trilogie qui avait commencé par Les Trois Mousquetaires. On est là au milieu du 19e siècle. Donc, il écrit le premier de ses romans qui est Les Trois Mousquetaires. Quand je dis premier roman de cette trilogie-là sur Les Trois Mousquetaires. Et le dernier, le tome 3, c'est Le Vicomte de Bragelonne. Et c'est dans Le Vicomte de Bragelonne que les Trois Mousquetaires vont se retrouver avec l'homme au masque de fer. Donc, on prend une époque très chevaleresque de la France, l'époque des Trois Mousquetaires, et on va la placer avec cette énigme qui intervient à peu près à la même époque. On est sous le règne, dans le cas des Trois Mousquetaires, on parle principalement de Louis XIII et de Louis XIV, et c'est exactement dans ce règne-là que va survenir l'histoire de l'homme au masque de fer sous le règne de Louis XIV. Donc, dans le roman d'Alexandre Dumas, je ne sais pas si tu as vu le film. Non. Mais si t'as pas vu le film, ou si tu n'as pas lu le roman, en fait, l'histoire de l'homme au masque de fer, ce qui est véhiculé dans le roman de Alexandre Dumas, c'est on fait de l'homme au masque de fer le frère de Louis XIV, emprisonné, un frère jumeau, bien sûr, emprisonné pour que Louis XIV, le Louis XIV régnant, n'ait pas à partager son pouvoir avec qui que ce soit d'autre, et surtout pas avec un frère jumeau. Donc, il fait incarcérer son frère jumeau, l'obligeant à porter un masque de fer pour ne pas qu'on puisse le reconnaître ni au sein de ses geôliers, ni non plus au sein de des autres co-détenus de la prison. OK. Et là, bien, le roi Louis XIV s'avère être un véritable despote, et là, on rejoint la trame du film. Le Louis XIV est un véritable despote, donc les Trois Mousquetaires vont imaginer un plan pour substituer le pas fin Louis XIV au fin Louis XIV, qui serait son jumeau incarcéré à la prison. Donc ça, c'est un peu la trame du roman et la trame du film. Bon, parce que le roman est pas tout à fait comme ça. D'ailleurs, les romans d'Alexandre Dumas ont été malheureusement charcutés au cinéma. Ah, OK. C'est le même Alexandre Dumas qui a écrit Le Comte de Monte Cristo, et qui est une œuvre remarquable sur la vengeance. Et les adaptations au cinéma qu'on en a fait sont tout à fait navrantes, alors que c'est un si grand roman, Le Comte de Monte Cristo. Mais bon, bref, on fait exactement la même chose avec les Trois Mousquetaires et bien sûr l'homme au masque de fer. Donc, qui est ce mystérieux personnage, l'homme au masque de fer? Est-il simplement une légende? C'est bien beau qu'on dise de lui qu'il est l'une des plus grandes énigmes de l'histoire de France, sinon la plus grande, mais a-t-il réellement existé? Alors la réponse est oui. Était-il aussi mystérieux qu'on le prétend? Ça dépend des positions que l'on prend. Ça dépend si on l'aime ou pas, hein. Mais en fait, ça dépend. Il y a plus. C'est une histoire. En fait, c'est un personnage. Disons-le comme ça. C'est un personnage que l'on ne connaît que par sa détention. Donc, on sait rien de lui, on sait rien après, parce qu'il va mourir en prison. Donc, il n'y a pas de vie après. Et il n'y a techniquement pas de vie avant, puisqu'on ne sait pas qui il est. Donc, c'est bien difficile de documenter sa vie en tant qu'individu. Et tu vas le voir, on n'aura pas la solution. Ce soir, je le dis tout de suite aux auditeurs, là, on ne saura pas qui est l'homme au masque de fer, mais on va essayer de regarder quelles sont les hypothèses, les hypothèses principales qu'on a proposées pour essayer d'identifier le personnage. Et à travers ça, on va voir qu'est-ce qu'on va aller... Parce que souvent, dans des énigmes historiques, on n'a pas de vérité absolue, et on n'en aura pas avec l'homme au masque de fer, à moins de trouver un document qui nous dise, voici l'homme au masque de fer, c'était un tel. Mais sans ça, on doit aller malheureusement du plus vraisemblable au moins vraisemblable. Donc, quelle est l'hypothèse la plus vraisemblable sur son identité et la moins vraisemblable? Donc, inutile de dire que l'hypothèse proposée par Alexandre Dumas, que Louis XIV fait incarcérer son jumeau en l'obligeant à porter un masque de fer, est techniquement très invraisemblable. Mais il y a une petite twist dans l'histoire, on va revenir dessus, qui fait que cette histoire-là pourrait avoir un fond de vérité. Mais en tout cas, on verra. Donc, qui est ce mystérieux homme au masque de fer? Il a été incarcéré. Il faut bien comprendre
comprendre, parce que c'est une histoire qui est assez complexe, mais on le connaît seulement comme étant un prisonnier, et principalement en fonction des échanges qu'il a eus et des rumeurs qui ont circulé à son sujet. Hein? Lorsqu'il arrive dans les prisons de France, en fait, il arrive pour le premier registre qui nous parle de l'homme au masque de fer. C'est un registre de 1669, et on est bien sûr sous le règne de Louis XIV, et donc il arrive à la prison de Pignerol. Pignerol qui aujourd'hui se trouve en Italie. À l'époque, la frontière entre l'Italie et la France jouait un peu. Il faut dire que le règne de Louis XIV était essentiellement un règne marqué par les guerres. C'était un souverain qui était continuellement en guerre. Et donc, la frontière jouait un peu avec l'Italie. Donc, à l'époque, Pignerol était une grande forteresse et qui, comme je l'ai mentionné, qui maintenant est du côté de l'Italie. À l'époque, elle était française. Et donc, en 1669, on a un premier registre d'écrou de ce personnage qui arrive et qui est incarcéré à la prison de Pignerol. Et la prison de Pignerol est déjà connue parce que au même moment où l'homme au masque de fer arrive à la prison de Pignerol, il y a déjà un autre détenu célèbre qui est Fouquet, un des administrateurs et trésoriers du règne de France, mais qui avait tellement des grands châteaux et qui faisait des soirées tellement luxueuses qu'il en a soulevé la jalousie du roi, et le roi le fait incarcérer. Donc tu dis, oh mon Dieu, faut pas trop montrer ça, parce que le roi est un personnage un peu jaloux. Hein? Ouais, tu peux pas avoir plus d'amis que le roi. C'est le roi qui a tout le monde et toute la reconnaissance. Ouais, d'ailleurs, dans les films, dans les films qui montrent Louis XIV, hein, on le voit bien, hein, les gens qui vont, et dans le film, l'homme au masque de fer, on le voit aussi, hein, les gens, par exemple, qui vont disputer une partie d'échecs avec le roi, ou n'importe quoi, n'importe quel jeu, ben, ils s'arrangent toujours pour que ce soit le roi qui gagne, parce que s'il perd, on sait pas comment il va être vindicatif. Donc, c'est un peu de cette manière-là qu'il a fait incarcérer Nicolas Fouquet, qui était le surintendant de ses finances, comme je te disais, puis il était excessivement riche. Il a fait construire avant que Louis XIV n'emménage à Versailles et que Versailles soit terminé. Il faut savoir que Versailles, quand il a été construit en Europe, on disait de Versailles qu'il était la 8e merveille du monde. OK. Que ça te monte je sais pas si tu as eu la chance de visiter Versailles. Pas encore, c'est sur ma liste. Mais c'est assez renversant. Hein? Il y a comme, tu dis, oh mon Dieu, on se mouchait pas avec les rebords des chemises. Hein? Ah, non. Ben, le luxe de cet endroit-là est fabuleux. Et pour son château, à Vaux-le-Vicomte, qui est le château de Nicolas Fouquet, ben il avait fait appel aux architectes de Louis XIV pour faire construire son château. Et comme le château a été finalisé avant Versailles, ben évidemment, c'était le plus beau château de France. À ce moment-là, il était plus beau que... On se doutait bien que Versailles, une fois terminé, serait probablement supérieur à celui du château de Nicolas Fouquet. Mais néanmoins... quand le roi a été invité au château de Fouquet, il a vu le phasme de l'endroit, ben, il a fait arrêter Fouquet, et sous prétexte que Fouquet avait certainement dû détourner des fonds, ce qui est probablement vrai. Hein? Mais ça peut arriver dans l'histoire que des politiciens, des gens en position détournent des fonds. Ça peut arriver. Laissons la question en suspens. Hein? Voilà. Faites-vous votre propre opinion. Ouais, donc il aurait apparemment détourné des fonds, et donc il le fait arrêter, il le fait envoyer à la prison de Pignerol. Et donc Fouquet, qui est un personnage important dans l'histoire du règne de Louis XIV, se retrouve à la prison de Pignerol à peu près en même temps où ce mystérieux homme au masque de fer, il fait son apparition. Donc il arrive à la prison de Pignerol en 1969 et on ne sait rien de lui, on ne sait pas d'où il vient, hein, et tout ce que l'on va savoir de lui durant les années qui vont suivre, hein, il va être détenu pendant plus de 30 ans comme prisonnier. La seule chose que l'on sait de lui, c'est dans un premier temps, durant son incarcération, il est confié à un type qui s'appelle Saint-Mars, et Saint-Mars ou Saint-Marc, là, si on utilise, comme souvent on l'entend du côté des Français, ça s'écrit Saint-Mars, comme la planète Mars, mais les Français disent toujours Saint-Marc. Donc, Monsieur de Saint-Marc, qui est le responsable des grandes prisons de France, se voit responsable de ce personnage-là. Et c'est les correspondances qu'il va y avoir entre Saint-Marc et d'autres personnes, dont notamment un dénommé Louvier,
Parce que ce Louviers en question est un des ministres, un des principaux ministres de Louis XIV, et c'est auprès de Louviers que Saint-Marc va se faire d'une certaine façon rembourser les frais qui sont associés à l'incarcération de ce mystérieux prisonnier. Donc, on connaît certains de ces documents-là. Il faut toujours se rappeler que dans l'histoire de France, là, je sais, je fais un énorme détour, mais il faut c'est important comprendre, de le mettre en contexte. Oui, parce qu'il faut le mettre en contexte. Il faut savoir que durant la Révolution française, beaucoup de documents qui sont liés à la monarchie française ont été détruits. Donc, probablement qu'on aurait davantage, s'il n'y avait pas eu la Révolution, on aurait probablement plus de documents sur l'administration des prisons à l'époque de Louis XIV et peut-être plus d'informations sur ce personnage. Mais bon, beaucoup de documents ont été détruits, mais on sait, d'ailleurs c'est amusant parce que quand il y a eu la Révolution française, on était rendu sous le règne de Louis XVI, et les sans-culottes, les révolutionnaires, quand on s'est emparé des archives nationales, et principalement les archives de la royauté, on raconte qu'à un moment donné, on avait jeté tous ces documents-là au milieu d'une place avant de les brûler. Et des gens ont dit, là-dedans, dans ces documents-là, il doit y avoir, mais là on est dans la Révolution, les gens ont dit, il doit y avoir l'identité de l'homme au masque de fer. Donc tu vois, déjà à l'époque de la Révolution, c'était une énigme que les Français entretenaient. Qui est ce mystérieux homme au masque de fer? Mais bref, tout ça pour te dire que Saint-Marc va être le responsable de ce mystérieux prisonnier. Le roi, apparemment toujours ce qui va survivre dans les documents, hein, si on se fie aux correspondances de Saint-Marc, il dit que le roi l'a chargé de surveiller ce prisonnier, qu'il doit le traiter avec égard, avec respect, qu'il doit subvenir à tous ses besoins. Hein. Donc, on a l'impression que c'est un prisonnier qui jouit d'une énorme autorité et qui est traité comme un noble. Hein, donc, il a ses propres appartements, il les nourrit avec soin, il est entretenu avec soin. Donc, l'image que l'on se fait souvent, et comme on le voit aussi dans le film, l'homme au masque de fer, le pauvre prisonnier avec son masque de fer jeté au fin fond d'une geôle sur une paillasse en paille, c'est pas tout à fait ça, l'homme au masque de fer. C'est vraiment un homme qui est traité avec énormément d'égards, et toutes les dépenses, hein, on doit subvenir à ses besoins et on doit subvenir à ses demandes. Donc, on va lui fournir un mobilier, on va lui fournir des livres, on se plie un peu à tous ses caprices. Et ces caprices, d'ailleurs, même à un moment donné, on va le transférer de prison, on va l'envoyer à la prison de Sainte-Marguerite, qui est une île devant Cannes, en France. Et il y a déjà là un fort, qui est un fort pour la défense, F-O-R-T. Donc, oui, un fort qui est construit à cet endroit-là. Et lorsqu'on va faire transférer l'homme au masque de fer, toujours selon les correspondances de Saint-Marc, le roi Louis XIV va ordonner qu'on fasse construire une prison spéciale pour accueillir l'homme au masque de fer. Une prison, somme toute, luxueuse, là. Donc, c'est pas le cachot avec la paille, là. C'est vraiment on tient à l'isoler. On se dit que de la prison de Sainte-Marguerite, il ne pourra pas s'évader, hein, parce que c'est toujours un peu la peur. On va le voir en filigrane de toute cette histoire, cette peur de révéler son identité. Mais Sainte-Marguerite, c'est un peu l'Alcatraz, hein. On peut pas s'échapper de l'île, on peut pas sauter à la mer et nager jusqu'à Cannes, là, même si l'île semble ça de protéger, tu sais. Voilà, donc, tu sais, même s'il s'évadait de la prison, il pourra pas aller plus loin. Donc, les correspondances que l'on a, c'était important non seulement de comprendre l'époque, mais également de comprendre ce lien très particulier qui unit l'intendant des prisons de France, qui est Monsieur de Saint-Marc, et l'homme au masque de fer, parce que tu vas comprendre que on va se retrouver avec peut-être une hypothèse pour expliquer le personnage. Donc, on sait, selon les éléments, ce qu'on dit, les registres d'écrou, donc les gens qu'on met en prison, que ce mystérieux homme au masque de fer arrive à la prison de Pignerol en 1669, pardon. Donc, il est incarcéré dans les conditions que je t'ai mentionnées, hein. On a d'ailleurs ce qu'on appelle une lettre cachet de Louis XIV qui envoie à l'intendant de la prison de Pignerol. C'est assez intéressant, hein? Ces lettres cachets, ce sont des lettres où Louis XIV, ou le roi, ou le souverain qui règne, autorise la mise en détention d'un individu, mais sans procès, sans défense, sans rien, là. Le roi a décidé de
effacer cet individu-là de la surface de la Terre. Et ça, on a encore cette lettre cachée de Louis XIV qui va permettre l'incarcération de ce mystérieux personnage. Ce que l'on sait également, c'est que le roi a apparemment demandé à ce que l'homme ne puisse jamais révéler son identité. Donc, est-ce qu'il avait toujours son masque de fer? Parce que, bon, encore là, le masque de fer, ça fait encore objet de... Est-ce que c'est quelque chose qu'on a rajouté? Même si il est vrai que dans certains documents, des lettres notamment de Saint-Marc à Louviers, il est question de ce masque de fer. Mais bon, il devait probablement pas porter le masque de fer tout le temps. On a un autre écrit à un moment donné, une autre correspondance, où on parle plutôt d'avoir déplacé le prisonnier avec un masque de velours. Donc un peu un masque comme on peut voir là, dans des soirées mondaines là à donc un masque de Zorro, genre masque de Zorro un peu, mais tu sais le genre de masque on retrouve dans des fêtes comme je le disais là, tu sais si tu vas à Venise, tu sais le petit masque qui te cache le visage avec un petit bâtonnet là, bon. Fait qu'on ça reste un peu ambigu, mais on a des documents qui montrent bien qu'à des moments donnés l'homme avait un masque de fer. Selon ce que Saint-Mars en dit, Saint-Mars ou Saint-Marc, pardon pour les Français qui nous écoutent s'ils se sentent écorchés lorsque je dis Saint-Mars. Monsieur Saint-Marc laisse savoir que Louis XIV a demandé, donc, comme je l'ai expliqué, qu'on réponde à tous les besoins de cet individu. Il doit être traité avec égard, mais s'il tente à quelques moments que ce soit de communiquer avec un autre prisonnier, on doit l'abattre, l'assassiner, l'empêcher de parler. Il doit être maintenu dans une cellule où il ne peut pas communiquer avec qui que ce soit d'autre. D'ailleurs, pour avoir visité la prison de Sainte-Marguerite, où il a été détenu, écoute, dans sa cellule, là, entre le mur, lorsqu'on est dans la cellule de l'homme au masque de fer, d'ailleurs, on vient tout juste de trouver, sous la peinture et le plâtre, je te dis ça comme ça, là, on vient de trouver une fresque qui aurait été peinte dans la cellule par l'homme au masque de fer lui-même. J'espère, puis il devait peut-être avoir un genre de Da Vinci Code, là, tu sais, vraiment c'est des messages on a brisé codés. le plâtre, la peinture, et derrière le mur qui était là originalement lors de la détention de l'homme au masque de fer, on trouve une forme de peinture qui est là. Donc, évidemment, on a envie de croire que c'est l'homme au masque de fer qui a fait cette peinture. Mais bref, tout ça pour te dire, pour les gens qui nous écoutent, si vous avez visité la forteresse de Sainte-Marguerite, ou si les gens qui nous écoutent ont envie d'y aller, il y a quelque chose qui est tout à fait spectaculaire. Quand on est dans la cellule de l'homme au masque de fer, d'ailleurs, il y a un musée de l'homme au masque de fer, on capitalise beaucoup sur l'île. Okay. Mais quand on est dans sa cellule, écoute, le mur qui sépare l'intérieur de la cellule vers l'extérieur, je te dirais que ça doit faire à peu près là, 1,50 m d'épaisseur, mettons 4 pieds, 5 pieds d'épaisseur, et il y a 3 grilles. Donc on a un grillage à l'intérieur, on a un grillage au milieu. Quand je dis grillage, entendons-nous, là, c'est des barreaux. On a donc une grille avec des barreaux à l'intérieur de la cellule. On a des barreaux à l'extérieur, donc sur le mur extérieur. Et au milieu de cette cheminée, si je puis dire, la cheminée qui forme la fenêtre, on a un autre grillage au milieu, de manière à s'assurer que si tu es détenu dans la cellule, ce qui était le cas de l'homme au masque de fer, il ne puisse pas lancer quelque chose par la fenêtre. Tu comprends? Parce que les barreaux étaient calculés pour être placés. Parce que la façon dont les barreaux est fait, faut vraiment le voir, là, c'est fait, il y a des barreaux verticaux et des barreaux horizontaux, ce qui forme des carrés. Mais la grille qui est placée en face est faite de manière à ce que la jonction des barreaux verticaux et horizontaux arrive au milieu de l'espace carré vis-à-vis de l'autre grille. Tu comprends? Fait que si tu essaies de lancer quelque chose tu te dis, OK, je vais lancer quelque chose dans le carré entre 2 barreaux, un vertical et horizontal, si tu lances ça tout droit, tu vas frapper la grille de l'autre côté. Fait qu'il faut que tu fasses faudrait que si tu envoies, par exemple, une boulette de papier, il faudrait qu'elle passe par le trou
qu'elle descende un peu pour passer sous les barreaux de la 2e grille pour remonter en l'air pour passer par les barreaux de la 3e grille. Ah non, écoute, c'est tout pour l'isoler, autant en matière d'insonorisation, j'imagine. Et Louis XIV, dans ce cas-là, par exemple, avait demandé à Saint-Marc de faire construire cette geôle spécialement pour l'homme au masque de fer, et en disant, en faisant savoir à Saint-Marc que, quelles que soient les dépenses, de pas lésiner là-dessus, c'était pour le confort du prisonnier, et que éventuellement, une fois que ça serait terminé, simplement d'envoyer une facture, comme on dit aujourd'hui, t'envoies une facture à Louvier et il va te rembourser. Donc Louvier qui était ce ministre de Louis XIV. Donc on a encore beaucoup de cette documentation, ces échanges, même si on ne parle jamais de l'identité du personnage. À chaque fois, c'est vraiment une histoire fascinante. À chaque fois où on échange à propos du personnage entre Saint-Marc et Louvier ou d'autres, c'est toujours nous allons déplacer l'homme dont on ne peut pas mentionner le nom. C'est comme Voldemort. Oui, c'est ça. Celui dont on ne parle jamais, celui qu'on ne sait pas qui. Tu sais, c'est comme toujours avec le super secret. Tu sais, donc notre bonhomme arrive, parce que déjà, je regarde le temps qui file, puis on pourrait en parler pendant des ans. Mais bon, oui. L'homme au masque de fer arrive en 1669 à cette prison de Pignerol. Il va rester incarcéré là, dans les conditions que je t'ai mentionnées. Et je t'ai dit, s'il tentait de communiquer avec qui que ce soit, on le trucide. S'il essaie de parler avec d'autres prisonniers, on le trucide. Si on le transfère, on le place avec d'autres prisonniers, il doit pas parler à ces prisonniers. Sinon, on le trucide. Et quand on le déplace d'une cellule à une autre, à d'autres endroits, par exemple, on pourrait le prendre de sa cellule, l'amener à l'infirmerie, s'il se blessait, il doit porter ce masque de fer pour que personne ne reconnaisse ses traits. Et s'il dit quelque chose en dehors de ses besoins premiers, donc les seules choses qu'il peut parler à d'autres, à des geôliers, à des gardiens de la prison, c'est essentiellement j'ai faim, j'ai soif, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Mais tout autre, il y a toujours des gardiens qui le surveillent, et s'il tente de communiquer autre chose, on le trucide. Donc, c'est clair que on veut le garder en vie, mais on veut pas qu'il révèle son identité. Donc, il est dans cet état-là. Il est gardé à la prison de Pignerol de 1669 à 1681, donc pratiquement 12 ans, il est gardé là. Et ensuite, on va le transférer à Fort d'Exil, qui se trouve du côté de la France, un peu, je te dirais, à l'ouest de Pignerol. Il est transféré là. Il va demeurer là pendant 6 ans, toujours avec ces mêmes égards. Et ce qui est surprenant, c'est que il se déplace en même temps que Saint-Marc. Donc, lorsque le roi dit à Saint-Marc, bon, vous avez fait un bon travail, vous avez été gardien, intendant de la prison de Pignerol, vous avez une promotion, on vous envoie ailleurs. Mais quand on l'envoie ailleurs, on t'envoie ailleurs, mais oublie pas de traîner avec toi le prisonnier. Donc, à chaque fois que Saint-Marc va avoir un poste dans une autre prison, il doit transporter avec lui ce prisonnier mystérieux. Et quand on le déplace, évidemment, le cauchemar de Saint-Marc, c'est que ces déplacements-là se font pas comme aujourd'hui. On n'est pas en avion, en hélicoptère. Souvent, ça peut prendre plusieurs jours. Donc, si on part, par exemple, de la prison de Pignerol et on se déplace à Fort d'Exil, c'est un déplacement qui peut demander 1 semaine. Donc, on va loger où? Et les dangers, évidemment, on augmente le risque. À un moment donné, on perd de vue le mystérieux prisonnier en question et qui puisse communiquer avec des gens autour de lui et révéler qui il est. À un moment donné, d'ailleurs, lorsqu'on va le transférer plus tardivement de la prison de Sainte-Marguerite vers la prison de la Bastille, ça va demander pratiquement 2 semaines de transport, on va le faire déplacer dans une chaise avec des porteurs. Il porte son masque. D'ailleurs, il va se plaindre, l'homme au masque de fer va se plaindre qu'il a failli mourir étouffé dans cette maudite boîte-là. Une chaise avec des porteurs. Il va loger, d'ailleurs, à un moment donné, dans le château de Saint-Mars, parce que le château, monsieur de Saint-Marc a également un château. Et son château était comme à mi-chemin entre la prison de Sainte-Marguerite et la Bastille à Paris. Et donc, ils vont loger à un moment donné chez Saint-Marc. Mais ils vont s'assurer, et montrer comment ça va loin, on va s'assurer que les porteurs de la chaise, parce que l'homme au masque de fer est dedans la chaise. Donc, quand on le transporte, il est tout proche. Les gens qui portent la chaise, ils pourraient dire « Ah, je vous le dis, je m'appelle comme ça, je m'appelle Bob. » tu sais.
mais on va prendre des porteurs qui ne parlent que l'italien et qui ne parlent pas français. OK. Donc, ça laisse supposer que l'homme au masque de fer ne parlait pas italien. On peut déjà tirer cette conclusion-là. Mais on va s'assurer de prendre des porteurs qui ne parlent que l'italien, de manière à ce que si l'homme au masque de fer tente de communiquer avec eux, ben il va demeurer incompris. Donc, une fois qu'il est à Pignerol, il va passer, comme je l'ai mentionné, 12 ans, 1681, on le transfère à Fort d'Exil. À Fort d'Exil, on va le transférer dans les conditions que je t'ai mentionnées à la prison de l'île Sainte-Marguerite, où le roi Louis XIV a demandé la construction de ce cachot très spécial qui existe encore aujourd'hui, qu'on peut visiter. Il y a 2 cachots qui sont consacrés à l'homme au masque de fer. Il y a un cachot qui se trouve dans les sous-bassements lorsqu'il a été amené, alors que sa cellule n'était pas encore terminée. On l'a incarcéré dans les sous-sols du fort. Là, on était plus proche d'une geôle, hein, quand on visite les sous-sols du fort F-O-R-T, je le rappelle toujours, du fort de l'île Sainte-Marguerite. On est vraiment dans des geôles qui nous rappellent un peu des prisons comme on peut l'imaginer à cette époque. Donc là, on était vraiment dans un confort tout relatif, là. Mais ensuite, on va le déplacer dans cette grande pièce qui va être sa prison pendant des années et qui est, j'irais pas jusqu'à dire luxueux, mais qui est quand pour même, un cachot. Pour un cachot, c'était quand même pas rien que pour te montrer. Je t'ai sorti ici en 1687, lorsque l'on déplace, il y a une erreur dans le texte, lorsque l'on déplace l'homme au masque de fer de la prison de Fort d'Exil et qu'on l'amène à la prison de l'île de Sainte-Marguerite, son déplacement fait l'objet d'un article dans la Gazette janséniste. Une gazette qui était publiée. Les jansénistes, c'était des gens qui avaient une espèce de religion assez particulière. Il y a des visées politiques différentes de celles du roi, là. Donc, c'était un peu un schisme qu'il y avait avec l'autorité locale. Mais néanmoins, ils avaient une gazette. Et en 1667, ils vont publier un article concernant le déplacement de l'homme au masque de fer. Et l'article parle du déplacement de l'homme au masque de fer de la prison de Pignerol vers la prison de l'île de Sainte-Marguerite. En réalité, c'est pas vrai parce que il était pas au départ, au moment où l'article parle de ce déplacement, l'homme au masque de fer n'est plus détenu depuis plusieurs années à la prison de Pignerol, mais il est incarcéré à Fort d'Exil. Mais néanmoins, l'article, pour te montrer l'aspect un peu mystérieux, l'article nous dit, et je te le cite, « Monsieur de Saint-Marc a transporté par ordre du roi un prisonnier d'État de Pignerol aux îles Sainte-Marguerite. » En fait, c'est pas de Pignerol, comme je l'ai mentionné, c'est Fort d'Exil, mais néanmoins, petite erreur dans le texte, aux îles Sainte-Marguerite. Personne ne sait qui il est. Il a défense de dire son nom et ordre de le tuer s'il le prononce. Il était enfermé dans une chaise à porteur, ayant un masque d'acier sur le visage, et tout ce que l'on a pu savoir de Saint-Mars était que ce prisonnier était depuis de longues années à Pignerol, et que tous les gens que le public croit morts ne le sont pas. Donc, c'est assez curieux cette phrase-là, que tous les gens que l'on croit morts ne le sont pas. Qu'est-ce que l'on veut dire? Est-ce que Saint-Marc se laissait dire, peut-être qu'on croit que cet individu-là est mort, puis il l'est pas. Ça nous ouvrirait une piste peut-être sur son identité, mais on voit que déjà dans cet article-là, on parle bel et bien du port du masque de fer, hein, parce que des gens ont dit, mais ça, le masque de fer, c'est inventé par Alexandre Dumas. C'est pas vrai. Déjà à l'époque, lorsqu'on déplaçait l'homme en question, on faisait état du port de ce masque en question. Donc, il est transféré à l'île de Sainte-Marguerite dans des conditions relativement aisées. Et puis ensuite, on va le déplacer vers la prison de la Bastille, qui est en banlieue de Paris. Donc là, on est le 18 septembre 1698. Il arrive à la Bastille. On a le registre des écrous qui est signé par le lieutenant de la prison à l'époque, qui est un dénommé de Jonca, qui est en fait le numéro 2 derrière de Saint-Marc, qui lui mentionne l'arrivée de ce mystérieux personnage dont on ne peut pas révéler le nom, donc qui arrive à la prison de la Bastille, et puis ce curieux personnage va décéder dans sa cellule le 19 novembre 1703. Déjà à ce moment-là, depuis quelques années, en fait, au moment où on l'a transféré à la prison de la Bastille, il était déjà dans un état
Il était de santé fragile. Donc il y a des médecins qui vont aller à son chevet. Lorsque les médecins doivent l'ausculter, bien sûr, il porte son masque, il ne doit jamais communiquer. Et puis finalement, il va décéder en 1703. Ce qui est assez curieux, dès qu'on a le décès, lorsque l'on constate le décès, l'homme en question, on l'enlève de sa cellule, il va être inhumé au cimetière de l'église Saint-Paul à Paris, avec une pierre tombale qui porte le nom de Marchioli. Mais c'est visiblement un faux nom, puis ça ne mène nulle part. C'est Marchioli. Qui est-il? On ne le sait pas, puis il est enterré un peu anonymement. Mais dès qu'on constate le décès de ce mystérieux homme au masque de fer, on fait vider sa cellule. Tous les objets, tout son mobilier est détruit et brûlé pour être bien certain que si quelque part il avait écrit son nom ou quoi que ce soit, on s'assure que le mobilier va être détruit. Et évidemment, on nettoie sa cellule de fond en comble, on va repeindre les murs pour s'assurer qu'il n'y ait pas quoi que ce soit qui a été mentionné à son sujet. Sauf avec ce que tu nous as dit tantôt, là, qu'on a peut-être fait une petite découverte. Ouais, c'est ça. Donc, on va repeindre les murs. On a cette fameuse découverte là, à la prison de Sainte-Marguerite d'une fresque qui pourrait avoir été peinte par lui. Bref, ce curieux personnage, l'homme au masque de fer, est demeuré emprisonné pendant 34 ans. Oui, c'est beaucoup. En matière d'espérance de vie, c'est quasiment la durée d'une vie au complet pour lui, là. Ouais, absolument. D'ailleurs, dans les hypothèses, à un moment donné, on s'est dit, c'est curieux parce que au moment où il arrive à la prison de Pignerol, il y a déjà, comme je l'ai mentionné, il y avait Nicolas Fouquet qui était là, ce responsable, ce régent, celui qui était le régent des fortunes du roi et qui avait été incarcéré à cause de son phasme, sa vie fastueuse. Lui, il décède l'année suivante. Et soudain, donc, il est emprisonné à la Pignerol en même temps qu'arrive l'homme au masque de fer. Il décède l'année suivante. Et puis, à ce moment-là, on se met à transporter l'homme au masque de fer. Donc, dans les hypothèses qui ont été proposées, une d'entre elles était, et justement, on avait capitalisé sur cette fameuse phrase que Saint-Marc aurait dit en disant « Ceux que l'on croit morts ne le sont pas tous ». Donc là, les gens disaient, est-ce qu'il voulait faire référence au fait que Nicolas Fouquet, que l'on disait mort à Pignerol, à peu près à la même époque où l'homme au masque de fer y arrive, est-ce que l'homme au masque de fer ne pourrait pas être simplement Nicolas Fouquet? Mais c'est une hypothèse qui tient pas la route, puisque tout le monde connaissait Nicolas Fouquet. Pourquoi soudainement devoir lui faire porter un masque? Tout le monde sait qu'il est incarcéré à Pignerol. Tu comprends? Ça n'a pas de sens. Et s'il était l'homme au masque de fer, il serait décédé. Hein, il était déjà âgé d'une 40aine d'années au moment où l'homme au masque de fer arrive à la prison de Pignerol. Et on sait que l'homme au masque de fer meurt en 1703. Donc, s'il s'agissait de Nicolas Fouquet, hein, qu'on avait essayé de faire et de gommer de la surface de la Terre en le faisant passer pour l'homme au masque de fer, ça voudrait dire que Nicolas Fouquet serait mort à plus de 80 ans. Ce qui, à l'époque, au milieu du 17e siècle, début du 18e siècle, est à peu près invraisemblable. C'est ça, c'est un peu impossible. Donc, il faut chercher ailleurs. Et là commence l'enquête policière qui dure depuis 250 ans. Qui était l'homme au masque de fer? On pourra pas passer toutes les hypothèses, hein, parce qu'on aurait besoin de 3-4 heures supplémentaires, mais on va regarder les plus importantes. Donc, comme je l'ai mentionné, déjà à l'époque, il suscitait l'intérêt, même auprès de la cour, hein, des gens qui étaient proches de Louis XIV ont écrit au sujet de l'homme au masque de fer. Hein. On n'osait pas en parler trop ouvertement, c'était comme un secret d'État, mais on a quand même quelques lettres des gens proches du roi qui disaient « Saviez-vous que le roi garde dans une prison un homme dont on ne peut pas nommer l'identité, qu'on ne connaît pas l'identité ?» Donc déjà à ce moment-là, c'est des trucs qui circulaient. Et les seules personnes apparemment, mis à part Saint-Marc, les seules personnes qui ont véritablement connu l'identité de l'homme au masque de fer, selon ce que les historiens nous en disent, ce serait Saint-Marc, Louis XIV et Louis XV, son successeur. Okay. Mais même Louis XVI, hein, qui régnait au moment de la Révolution française, on dit que Louis XVI aurait demandé à certains de ses hommes, de ses policiers, de sa police secrète, d'enquêter sur l'histoire de l'homme au masque de fer, parce que lui, il ignorait son identité,
et il n'avait retrouvé dans les archives royales aucune information sur l'identité de ce personnage, et ça l'intriguait. Puis moi, je me dis, ça doit tellement être quelqu'un d'important d'avoir une attention puis une surveillance quasi papale, là. Ouais, exact. Et écoute, Louis XVI va même faire déterrer l'un des fils, Louis de Bourbon, qui était un fils techniquement illégitime de Louis XIV, mais que Louis XIV avait eu avec une de ses maîtresses, mais dont Louis XIV a éventuellement reconnu la paternité. Et ce Louis de Bourbon, de mémoire, il est décédé très jeune, à l'âge de 17 ou 18 ans. Et là, certains ont dit, c'était peut-être lui, l'homme au masque de fer. Ça colle pas au niveau des dates, mais Louis, hein, pour te mentionner comment c'était intriguant cette histoire-là, Louis XVI a fait déterrer le corps du jeune Louis de Bourbon pour s'assurer qu'il était bel et bien dans son cercueil. Hey boy. Qu'il n'était pas l'homme au masque de fer. Donc, tu vois à quel point c'était un truc qui passionnait. Donc, on en a parlé à l'époque de Louis XIV. Il y avait des lettres qui circulaient à ce sujet-là. On se questionnait. Louis XVI est allé jusqu'à faire déterrer là, un proche de Louis XIV, un des enfants illégitimes mais reconnus de Louis XIV. Voltaire en avait parlé. Voltaire, d'ailleurs, dans un ouvrage qui s'appelle Le siècle de Louis XIV, lui reprend l'idée que Louis XIV avait peut-être un frère jumeau, puis c'était ce frère jumeau, donc une hypothèse qui va être reprise par Alexandre Dumas dans cette fameuse trilogie des trois mousquetaires, dans le tome 3, le vicomte de Bragelonne, dans lequel il va évoquer cet homme au masque de fer. Mais qui sont les candidats? Ben écoute, on en a eu plein, hein, des candidats qui sont tout à fait invraisemblables. Certains ont dit que c'était peut-être Molière. Non, Molière est mort en scène, on connaît comment il est mort. Certains ont dit que c'était peut-être D'Artagnan. C'est bon. On a pensé aussi au duc de Beaufort, qui était un cousin germain de Louis XIV, Nicolas Fouquet, comme je t'ai mentionné, ce surintendant des finances du roi, qu'on aurait substitué à sa mort, on y aurait fait porter un masque de fer pour essayer de faire croire qu'il était décédé à la prison de Pignerol. Il y avait un individu, un juriste qui était très ambitieux, qui était le secrétaire du duc de Mantoue, qui s'appelait Arcole Mazzoli. Et à quelques reprises, il avait eu, avec les gens autour de lui et certaines personnes de la petite royauté, des prises de bec assez importantes. Et là, des gens ont fait remarquer, c'est curieux parce qu'il s'appelle Mazzoli, et on sait que l'homme au masque de fer a été inhumé sous le nom de Marchioli. Donc, ouais. On a deux noms qui se ressemblent. Mais encore une fois, quand on regarde les registres de l'histoire à propos de ce Ercole Mazzoli, on s'aperçoit que ça colle pas. Les dates ne collent pas, ne fonctionnent pas. Et là, on arrive dans l'hypothèse qui avait été évoquée par Voltaire, hypothèse qui a été reprise par Alexandre Dumas, l'histoire du frère jumeau de Louis XIV. Est-ce qu'il en avait un frère? Oui, il avait des frères. Le duc d'Orléans, par exemple, était le frère de Louis XIV. Mais la question n'est pas de savoir s'il y avait des frères après. La question, c'est quand lui, il est né. Et là, c'est là qu'on arrive avec une situation qui est très particulière. L'hypothèse du frère jumeau est développée de la façon suivante. On va y revenir parce qu'elle est très particulière. Dans le cas de Louis XIV, il est né le 5 septembre 1638. L'histoire nous dit qu'il est né d'Anne d'Autriche. Il était un enfant unique. Enfant unique à ce moment-là. Là, il est le premier né d'Anne d'Autriche, donc il est le roi Louis XIV. Mais l'histoire, une histoire qui n'est pas vérifiée, une histoire voudrait que, après que Louis XIV soit né, c'est l'histoire que va développer Alexandre Dumas et va reprendre également Voltaire, une idée comme celle-là. Imaginons une seconde que Anne d'Autriche donne naissance à Louis XIV. Et là, évidemment, les femmes de chambre qui l'accompagnent, qui assistent à sa mise en couche, tout ça, et le roi naît. Évidemment, dès que la reine a mis bas, comme on dit à l'époque, les femmes de chambre la quittent et on la laisse se reposer. Et là, on imagine qu'elle a été prise à nouveau des douleurs de l'enfantement et elle aurait donné naissance à un second enfant, dans le plus grand des secrets. Donc, Louis XIV avait un jumeau. Mais dans la pensée de l'époque, pensée assez étrange, là, mais dans la pensée de l'époque, le premier né, lorsqu'il y avait des jumeaux, le premier-né était le dernier conçu.
C'est un peu comme si c'est le premier-né, c'est parce qu'il est plus proche de la porte. Ouais, c'est ça, je n'osais pas le dire. Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est quoi? Oui, c'était vraiment la vision qu'on avait. S'il sort le premier, c'est parce qu'il est plus proche de la porte. Mais le premier fabriqué est plus loin. Donc, lui, ça va y prendre plus de temps à sortir. Donc, le deuxième né, dans cette vision-là, le deuxième né était le premier conçu. Donc, si Louis XIV naît, il est le premier-né. Mais si un frère naît ensuite, ce qui est considéré à l'époque, c'est pas le premier qui a vu le jour, mais dans cette vision-là, c'est le premier qui a été conçu. Donc, si le frère jumeau mais cadet de Louis XIV était né, il aurait pu réclamer le rôle du roi. Tu comprends? Mm-hmm. Il faut garder les ennemis loin. Ouais, donc, et là, ça pose... Bon, cette histoire-là est invraisemblable. Bon, ça tient pas la route, il y a plusieurs éléments qui font que ça tient pas la route, mais il y a un petit fond de vérité là-dedans qui est intéressant. C'est une hypothèse, on s'entend bien ici, on est dans le plus vraisemblable vers le moins semblable. Est-ce que le premier conçu est vraiment sur le bord de la porte, Christian? Non. C'est ça que ça va... non. Je pense pas que ça joue un rôle, ça, là. Non. Hein? Bon, la longueur ne joue pas non plus à savoir si ça va être une fille ou un garçon. Non, hein? C'est ça. Non, c'est ça, il n'y a pas de lien. Mais, quand on parlait de cette histoire de frères jumeaux, et de l'absence d'informations par rapport à l'homme au masque de fer, il y a un seul document où un nom est mentionné. C'est une lettre de Saint-Marc, justement, qui est envoyée à Louvois, ce principal ministre de Louis XIV, qui voit s'assurer des dépenses qui sont commises pour le déplacement et pour le bien-être de ce prisonnier. Et dans un de ces échanges, au moment où les deux bonhommes se disent, ben voilà, on va le transférer, on va faire ci ou faire ça, dans une des lettres d'écrou que Saint-Marc adresse au marquis de Louvois, il écrit, nous allons transférer le prisonnier Eustache d'Augier. Il donne un nom, Eustache d'Augier. Et là, tu dis, attends une minute, Eustache d'Augier, quand tu regardes, puis là, je dis Eustache d'Augier, je le dis également Eustache d'Augier, ou d'Angers, hein, il y a 3 orthographes qu'on va retrouver associées à ça. Mais quand on regarde l'écrou, qui est encore conservé aux Archives nationales, c'est bel et bien Eustache d'Augier, qui est écrit D-A-U-G-E-R. Eustache d'Augier. Et là, on se dit, quand on regarde cet échange entre Louvois et Saint-Marc, et là, il dit, je vais transférer le prisonnier Eustache d'Augier. Ben, d'abord, il n'y a aucun Eustache d'Augier qui figure dans les écrous des prisons de France à ce moment-là. Donc, cet Eustache d'Augier, il n'y a qu'un seul prisonnier qui est directement attitré à Saint-Marc, et c'est ce mystérieux homme au masque de fer. Donc, la conclusion est que l'homme au masque de fer a maintenant un nom, Eustache d'Augier. Mais qui est-il? Un nobody. Il est personne. Mais quand on fouille, et là, on arrive dans quasiment des racontars qu'on retrouve sur les paliers d'église. Ouais. Bon, je te dis ça à toi comme ça, là. Il semblerait que Anne d'Autriche a été tard à mettre des enfants au monde. Hein. Louis XIV naît, comme je l'ai mentionné, en 1638, et déjà, Anne d'Autriche est rendue dans la trentaine, puis on attend un héritier. Et il faut savoir que Louis XIII était, d'une certaine façon, beaucoup plus porté sur les petits écuyers de la cour que sur les madames de la cour. Ça peut expliquer pourquoi on tardait à voir apparaître un futur roi. Or, quand on fouille dans les archives, et là, évidemment, on fait des raccourcis, mais quand on fouille dans les archives, on découvre qu'il y avait à Versailles une famille d'Augier qui vivait là. Et parmi ces d'Augier en question, il y avait un des gardes de Richelieu qui s'appelait François d'Augier. Et ce François d'Augier vivait littéralement à Versailles et il était père de plusieurs enfants, ce qui ne laissait aucun doute sur ses capacités de géniteur. Et là, on se met à imaginer. Hein, est-ce que, éventuellement, pour sauver la couronne de France, Richelieu, un homme excessivement puissant, ne se serait pas arrangé pour que ce François d'Augier ait éventuellement une relation avec Anne d'Autriche pour s'assurer une descendance au royaume de France, puisque Louis XIII, apparemment, était pas trop intéressé par la chose.
Et ainsi, il a engrossé Anne d'Autriche. Le garçon est né, donc le garçon que l'on croyait être le fils de Louis XIII était en réalité le fils de ce fameux François d'Auger. Mais comme ce François d'Auger avait d'autres enfants, ces enfants, éventuellement, ont grandi, ont quitté Versailles, sont allés ailleurs, et là, éventuellement, la seule personne dont le visage est connu à travers tout le royaume de France, c'est Louis XIV. Les gens voient son image, on a des peintures, on a des représentations de lui. Les gens ont des pièces de monnaie frappées à l'effigie de Louis XIV. Si Louis XIV tenait tant à ce que l'homme dissimule son visage, c'est parce que son visage risquait d'attirer l'attention. Or, il n'y a qu'un visage qui est connu par tous les Français, celui de Louis XIV. Or, imaginons que quelque part, l'un des fils de M. d'Auger se dit, tiens, quand on regarde une pièce de monnaie avec Louis XIV, puis je regarde ma face, je trouve qu'on se ressemble pas mal. Et éventuellement, il y aurait eu une confidence soit de son père, soit une confidence de sa mère, pour lui révéler, en fait, que Louis XIV était peut-être son demi-frère. Louis XIV reçoit une lettre de ce Eustache d'Auger qui lui annonce « Je suis ton demi-frère » et tente de faire chanter la couronne de France. Et Louis XIV décide donc de faire arrêter ce Eustache d'Auger. Ce que l'on sait de l'homme au masque de fer, il a été arrêté à Calais en juillet 1669. Or, Eustache d'Auger disparaît effectivement en juillet 1969 de Calais. Or, l'hypothèse, Louis XIV aurait pu le trucider tout de suite, hein, ce n'est que son demi-frère, mais évidemment, tu t'imagines, assassiner même ne serait-ce que son demi-frère, c'est un crime épouvantable. Hein? Ça le rapproche de Caïn et Abel hein, dans la Bible. Donc c'est inacceptable. Donc il lui fait porter ce masque de fer pour être certain que jamais personne ne remarque à quel point il ressemble au roi Louis XIV, parce que cette ressemblance pourrait éventuellement ébranler la couronne de France. Mais en même temps, Louis XIV est pris de remords de faire arrêter son demi-frère, donc il va lui offrir une vie, somme toute, agréable dans une geôle éloignée de toute personne pour s'assurer en même temps du secret. C'est une hypothèse qui a été développée par un dénommé Munch dans les années 60, qui a été reprise encore récemment par Jean-Christian Petit-Fils, qui est un historien bien connu en France, qui reprend cette histoire-là. Une chose est certaine, si on cherche un nom associé à l'homme au masque de fer, et il n'y en a qu'un seul qui apparaît dans tous les registres de cette époque, c'est celui d'Eustache d'Auger. Donc, qui qu'il soit, est-ce qu'il est réellement le demi-frère du roi? Est-ce que ce scénario de l'aventure extra-conjugale entre Anne d'Autriche et Monsieur d'Auger pour avoir un successeur à la couronne de France, est-ce que c'est vraisemblable? Somme toute, les historiens diront pas vraiment, mais rien n'est impossible. Donc, mais comme on a ce nom-là, on doit essayer de composer, puisque c'est le seul nom jamais mentionné noir sur blanc en lien avec l'homme au masque de fer. Ah, puis ça peut être, encore une fois, comme tu dis, la sépulture, la tombe avait un nom de code, vraisemblablement. Ouais, est-ce que celui-là était un véritable nom ou c'était encore une façon déguisée, c'est ça? On n'a rien trouvé. On n'a pas trouvé non plus de... Parce que, comme je l'ai mentionné, lorsqu'il est enterré, il est enterré sous le nom de Marchioli. Et on n'a pas, dans les listes d'écrous qui ont survécu, on n'a pas de personnage qui porte ce nom-là, qui aurait pu expliquer pourquoi on lui a donné ce nom-là. Donc, c'est clairement un nom d'emprunt qu'on a voulu lui donner pour, encore une fois, étouffer l'affaire. Là, la dernière hypothèse, elle est pas non plus dénuée d'intérêt. Donc, on a vu un peu toutes ces histoires-là. L'histoire la plus excitante, hein, c'est sûr, c'est l'idée de ce demi-frère qui tente de faire chanter la couronne. On est quasiment dans du Jack l'Éventreur, hein. Tu sais, Jack l'Éventreur qui a voulu faire, qui était peut-être le médecin de la reine Victoria, dont une fille serait née avec une prostituée, puis le fils de la reine Victoria. Écoute, on aime ça, des histoires comme ça. Et Louis XIV... Je te dirais même que l'histoire d'une possible, tu sais, liaison interdite d'infidélité, un
un enfant illégitime ou tu sais, moi ça m'allume. En tout cas, c'est une hypothèse que j'aime. On aime ça, ces histoires-là, puis c'est comme des espèces de ragots de fond de cours, puis bon, on aime ça. T'sais, donc il y a cette histoire-là, le Eustache d'Augier, puis ce monsieur François d'Augier, garde de Richelieu, qui aurait peut-être une liaison avec Anne d'Autriche. Bon, qui sait, hein, c'est peut-être ça. Et ensuite, l'autre hypothèse, qui est pas dénuée d'intérêt, mais qui m'apparaît pas vraisemblable, c'est que l'homme au masque de fer n'a jamais existé. Et il n'aurait jamais existé. Essayons d'imaginer une seconde le scénario. Saint-Marc, qui est à Pignerol, après parce que faut savoir que Saint-Marc était également le gardien de prison qui était attitré à la détention de Nicolas Fouquet. Donc il était il était dans les bonnes grâces du roi, puisqu'il était le gardien de ce prisonnier extraordinaire qui était Nicolas Fouquet. Nicolas Fouquet décède. Saint-Marc redevient donc un gardien de prison, tout à fait ce qu'il y a de conventionnel. Or, il crée un mythe. Il va inventer un personnage en faisant croire à Louviers et d'autres qu'il est chargé par le roi de protéger cet homme dont il ne peut pas révéler son identité, et il va capitaliser autour de ça. C'est pas vraisemblable. Et pourquoi cette hypothèse-là, moi je ne la retiens pas, mais je suis pas un spécialiste de cette période de l'histoire, hein. Mais ce qui m'apparaît pas vraisemblable, on le voit d'ailleurs avec Fouquet, hein, il suffit que Fouquet ait soulevé simplement la jalousie du roi Louis XIV, ça lui a valu une arrestation et une condamnation à la prison à perpétuité. Alors, imaginons que Saint-Marc aurait inventé l'homme au masque de fer. Il a quand même, pendant plus d'une trentaine d'années, capitalisé sur cet homme-là. Quand il se déplaçait, il y avait des frais. Lorsqu'il a fait construire la prison à Sainte-Marguerite, il y a eu des frais. Donc, imagine-toi si éventuellement, est-ce que Saint-Marc aurait réellement pris ce risque, parce qu'il avait lui-même un château, c'est un homme qui était relativement très aisé, Saint-Marc. Est-ce qu'il aurait pris la peine de construire un scénario comme celui-là, un canular comme ça, une supercherie, qui aurait risqué éventuellement d'être découverte par Louis XIV, hein, une simple discussion entre Louviers et Louis XIV, et Louviers aurait dit à Louis XIV, oui, on a transféré votre prisonnier avec l'homme au masque de fer. Quel homme au masque de fer? Ben oui, Saint-Marc, vous l'avez chargé de garder un homme avec un masque de fer, puis depuis des années, je lui envoie des chèques pour son bien-être. Louis XIV, j'ai jamais fait ça. Et à ce moment-là, tu comprends, Saint-Marc aurait été accusé d'avoir détourné des fonds de l'État, et se serait retrouvé exactement à la même place que Nicolas Fouquet, se serait retrouvé en prison pour détournement de fonds et condamné à la prison à perpétuité, lui qui était déjà un personnage bien nanti et bien respecté à travers le royaume. Donc cette idée-là, et ensuite les lettres qui ont circulé, ça paraît invraisemblable. T'sais, on n'a pas une lettre de la main de Louis XIV qui dit « je fais arrêter cet homme-là ». Mais on a des lettres d'écrou de missionnaires qui sont allés des émissaires, qui sont allés porter des lettres d'écrou par exemple, ou des échanges. C'est peu vraisemblable que Louis XIV n'ait pas été au courant de ce fameux prisonnier homme au masque de fer. Donc l'hypothèse que l'homme au masque de fer a été une simple création de Saint-Marc pour se garder dans les bonnes grâces du roi m'apparaît invraisemblable, parce que c'est tout à fait l'inverse qui se serait produit si le canular aurait été découvert. Sans oublier tous les gens qui l'ont vu, l'homme au masque de fer. Tu sais, tous les prisonniers, tous les gardiens de prison le voyaient, cet homme-là. Quand on le déplaçait, on le voyait. Bien sûr, on pourrait se dire, ben oui, mais Saint-Marc avait demandé à un comédien de jouer ce rôle-là. Encore une fois, plus tu mets des gens dans le secret, plus ils risquent de s'éventer, et plus ils s'éventent, évidemment, on va découvrir. Ben oui, fait que là, ça semble pas vraisemblable. L'hypothèse, je pense que l'hypothèse qu'on doit retenir à ce stade-ci, à moins de découvrir d'autres documents, on ne cesse d'en découvrir. La preuve, on a trouvé cette fameuse fresque à la prison de Sainte-Marguerite tout récemment sous le plâtre et la peinture qui avait été rajoutée depuis l'époque de l'homme au masque de fer. Donc peut-être que demain, des gens vont trouver dans des archives en France des documents qui vont nous montrer qui était ce personnage. Mais là, pour l'instant, on n'a qu'un seul, c'est vraiment un seul document, une lettre, un échange entre Monsieur de Saint-Marc et le marquis de Louvois, où il dit « J'ai transféré ce prisonnier, le fameux prisonnier qui est Eustache d'Auger ou d'Angers. » Donc, je pense que c'est à partir de là qu'on doit essayer de regarder.
Je comprends pourquoi les historiens et les archéologues se grattent le coco. Hein? C'est une histoire incroyable quand même. Hein? Cet homme au masque de fer qu'on transfère d'une prison, ces échanges entre le marquis de Louvois, Monsieur de Saint-Marc, sans jamais mentionner le nom. Et à toutes les fois où on tombe sur une lettre, on se dit on va peut-être la voir. Mais non, Monsieur de Saint-Marc dit à Louvois, j'ai transféré ce prisonnier dont on ne peut mentionner le nom. Tabarnouche, tu sais. C'est vraiment une histoire fabuleuse. Avec la fresque qui a été découverte, peut-être qu'on va avoir du nouveau. Il est jamais trop tard de ce qu'on comprend. On est en train d'y travailler, on est en train de la restaurer. Et crois-le ou non, sur une des parties de la fresque, il y a comme une espèce de chandelier, ou je dirais plutôt comme un bassin d'eau, comme ceux qu'on retrouve là pour les tu sais, un bain baptismal, tu sais, qu'on utilise pour les baptêmes. Et à la base, sur le pied, il y a un masque dessiné. C'est quand même incroyable, hein? C'est bon. Fait que des petites affaires comme ça, c'est comme des Easter eggs dans les jeux vidéo, c'est des indices. C'est un indice. Est-ce que c'est réellement un masque que